Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira. Ce soir, nous recevons Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Avec lui, nous ferons le point des actions menées par son département et les défis qui l'attendent. Nous parlerons de la gestion des logements sociaux, des bâtiments publics, de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire dans nos villes qui grandissent à une vitesse exceptionnelle. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, merci de répondre à notre invitation. Avec moi en plateau, Madiba Keïta du quotidien national L'Essor. Bonsoir, Madiba. Bonsoir, Ibrahim. Encore une fois, monsieur le ministre, merci d'être là. D'abord, dites-nous, combien sommes-nous au Mali aujourd'hui? Au Mali, en 2022, la population est estimée à 21 612 000 habitants. Il s'agit d'une estimation. Parce que le dernier recensement de la population a eu lieu en 2009. Et cette année, nous allons effectuer un autre recensement. Et les préparatifs de ces recensements sont déjà en cours. Nous sommes actuellement à l'étape de la formation des enquêteurs. L'urbanisation, l'habitat, les domaines, l'aménagement du territoire, la population. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, monsieur le ministre, et quelle a été votre première action dès que vous êtes arrivé à la tête de ce département en juin dernier? Pour moi, tout est prioritaire. L'urbanisme, l'habitat, les domaines, l'aménagement du territoire et la population. Tout est absolument prioritaire, sur le même pied d'égalité. Maintenant, la première action que j'ai eu à poser à mon arrivée, c'est tout simplement la suspension de toute opération de vente ou d'échange des bâtiments publics. Monsieur le ministre, récemment, la question relative aux logements sociaux a suscité beaucoup de polémiques. Comment avez-vous géré ce problème pour que les irrégularités dénoncées ne surviennent plus, monsieur le ministre? Merci. Effectivement, la question des logements sociaux a suscité beaucoup de controverses. Mais ce qu'il faut dire, à mon arrivée, il y avait déjà une commission d'attribution qui avait été mise en place depuis plusieurs années. Alors, cette commission a continué son travail. La première liste qui a été publiée n'a pas, bien entendu, obtenu l'assentiment de l'opinion nationale. Mais nous aussi, de notre côté, au niveau du cabinet, nous avons décelé des irrégularités. Ce qui nous a amené, d'une part, à suspendre le processus et d'autre part, à dissoudre la commission. Et c'est à la suite de cette décision que nous avons décidé de mettre en place une nouvelle commission. La nouvelle commission a été mise en place en vue d'une attribution transparente des logements sociaux. Et cette commission a été composée des représentants de 9 départements ministériels, dont les miens, de plusieurs directions et services techniques, et bien entendu de la représentante de l'organisation des femmes et aussi de la représentante du comité et du CNJ, tout simplement. Et Madiba voulait savoir également qu'est-ce qui est envisagé pour que de telles irrégularités ne surviennent plus dans la gestion des logements sociaux, monsieur le ministre. Et je crois que tout dépend du travail de la commission qui est mise en place. La commission qui a été mise en place a travaillé dans une totale transparence. Et pour cela, comme j'ai eu à le dire, ce sont les listes qui ont été légalement fournies par l'Office malien de l'habitat. Donc la liste des demandeurs pour les 12 566 logements en cours, c'est cette liste-là qui a été consultée. Et sur la base de cette liste, tous ceux qui ont des points, les points les plus forts, les plus élevés,
Donc le choix a été opéré dans ce sens-là. Vous rassurez aujourd'hui les populations que de telles irrégularités ne surviendront plus jamais au Mali? Oui, je peux le dire. Et je peux vous dire aussi que pour la première fois, depuis très longtemps, nous avons pu faire une attribution de logements sociaux sans aucun quota réservé à une autorité ou à une personne spécifique. Certaines sources indiquent qu'il y avait même des mineurs sur la dernière liste publiée, Monsieur le ministre. Vous le confirmez? La liste qui a été utilisée par la Commission et qui a été fournie par l'Office malien de l'habitat, c'est la liste des demandeurs qui a été saisie par les agents de l'OMH depuis longtemps. Et nos vérifications nous ont permis de savoir que les 3 personnes qui sont sur la liste avec des dates de naissance erronées ne sont pas des bébés, ce sont des adultes. J'ai ici la copie du dossier de chacun de ces candidats, de chacun de ces bénéficiaires. Donc les copies de ces dossiers sont consultables à mon secrétariat particulier. Les originaux sont consultables au niveau de la direction générale de l'Office malien de l'habitat. Donc ce ne sont pas des bébés, ce sont des personnes adultes qui ont valablement constitué leur dossier. Si je comprends, donc ce sont des erreurs de frappe. Des erreurs de frappe. Okay. C'est vérifiable. À mon secrétariat particulier et à la direction générale de l'Office malien de l'habitat. Et tout cela est géré par l'OMH. Madiba Keita, vous avez une question dans ce sens? Oui, Monsieur le ministre, parlons spécifiquement de l'Office malien de l'habitat qui gère les logements sociaux. Qu'avez-vous fait pour améliorer ou renforcer cette structure dont on parle assez? D'abord, parlons de ce que j'ai trouvé sur place à mon arrivée à l'Office malien de l'habitat. À mon arrivée en juin 2021, l'Office malien de l'habitat avait 235 milliards de dettes, principalement vis-à-vis des banques maliennes. Les constructions de logements sociaux étaient à l'arrêt. Et les logements attribués en 2019 n'avaient pas encore été réhabilités. Il s'agit tout simplement de la réparation des défauts et des dégâts causés par les vandalismes et par les intempéries. Donc, il manquait des moyens pour poursuivre la construction des logements sociaux. Il manquait aussi des moyens pour réhabiliter les logements sociaux attribués en 2019. Et c'est la raison pour laquelle, à mon arrivée, les bénéficiaires des logements sociaux de 2019 n'avaient pas encore commencé à payer. Et qu'est-ce que nous avons eu à faire? Nous avons continué à travailler sur le plan de relance de l'OMH qui avait été initié et nous avons pu le faire adopter par le Conseil des ministres le 29 décembre 2021. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le plan de relance de l'OMH, c'est le plan qui vise à éponger les dettes, les 235 milliards de dettes de l'OMH en 15 ans, à redémarrer les constructions de logements sociaux et aussi à réhabiliter les logements sociaux déjà réceptionnés et même déjà attribués. Monsieur le ministre, qui paye cette dette de 130 milliards? C'est beaucoup. Qui paye? Les dettes sont payées, bien entendu, par l'actif de l'OMH, c'est-à-dire les logements sociaux qui sont en construction, les logements sociaux déjà attribués, et aussi la subvention de l'État malien à l'égard de l'Office malien de l'habitat. Ce qui nécessite aussi des sacrifices. C'est pourquoi ce plan de relance est assorti d'un contrat de performance qui interdit tout recrutement supplémentaire et qui interdit également toute augmentation des salaires sans l'avis non seulement du ministre de l'économie et des finances, mais aussi sans mon avis. Donc il s'agit d'une gestion drastique de l'Office malien de l'habitat. Les constructions illicites, on en parle notamment sur les sites des logements sociaux à Tabakoro ou encore dans la zone aéroportuaire. Que faites-vous face à cette situation? D'abord, concernant les sites des logements sociaux, nous y avons effectivement des constructions. Des constructions qui ne sont pas des logements sociaux.
aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail d'investigation pour identifier les constructions illicites. Lorsque nous allons terminer d'identifier ces constructions illicites, alors nous allons, en rapport avec les différentes associations, procéder à une campagne de sensibilisation et à une campagne de communication. Suite à ces campagnes, nous allons lancer tout simplement une procédure de démolition. Mais la procédure, elle sera totalement légale et en rapport avec les associations concernées. Il faut savoir que les constructions illicites, elles ne sont pas qu'illicites, elles sont également illégitimes. Parce que si des personnes décident de construire illégalement sur le site des logements dits sociaux, c'est pour tout simplement priver des Maliens qui en ont le droit des logements sociaux. Monsieur le ministre, et les logements sociaux qui ne sont pas occupés par leurs propriétaires pendant des années? Oui. Et ensuite, il y a des logements sociaux qui sont donnés en location. Oui. Est-ce que vous avez pensé à résoudre ces problèmes? Même il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une séance de travail avec une association des bénéficiaires de logements sociaux. Et j'ai rassuré les membres de cette association des instructions que j'ai eu à donner à la direction générale de l'Office malien de l'habitat. Il s'agit tout simplement de recenser tous les logements sociaux attribués et non occupés, ainsi que tous les logements sociaux qui sont aujourd'hui en location. Nous allons faire le point et nous allons prendre les mesures qui s'imposent, croyez-moi. Autre défi de votre département, c'est la gestion des bâtiments publics. Madiba Keïta. Et quelles sont les mesures prises dans ce sens par votre département? Alors, concernant les bâtiments administratifs, à mon arrivée, ces dossiers, on peut dire, étaient en stand-by au niveau de la justice. Parce que les dossiers avaient été classés. Alors, grâce à un rapport d'audit de l'inspection des domaines et des affaires foncières, nous avons pu relever des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux que nous avons transmis au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et mon collègue m'a rassuré que le dossier va connaître alors un nouveau sort, c'est-à-dire le dossier va être ouvert à nouveau. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion de ces bâtiments publics? Quel est le problème réel? Voilà, le problème est qu'à un moment donné, bien avant la transition, l'État a donné mandat à l'ACI de vendre des bâtiments administratifs. Mais la vente devait se faire aux enchères. Mais malheureusement, il a été procédé à des ventes de gré à gré. Donc, une première irrégularité. Des montants devaient être reversés à l'État. Ces montants n'ont pas été reversés. Et nous avons pu constater aussi d'autres irrégularités. Parce que des montants ont été restitués aux acquéreurs, ces montants ne les devaient pas. Donc aujourd'hui, le dossier a été monté et il a été transmis au niveau du ministère de la Justice pour donner une nouvelle suite à ces dossiers. Donc un dossier qui se trouve au niveau de la justice. Mais qu'en est-il également des véhicules de l'État? Avant de répondre à la question concernant les véhicules de l'État, disons un mot sur les logements administratifs. Oui. Les logements administratifs, qu'on appelle aussi les logements de fonction ou les logements d'astreinte, à mon arrivée, ces logements étaient occupés par des personnes, par plusieurs personnes, on peut même dire des centaines de personnes, qui n'avaient pas, alors, qui n'occupaient plus ces fonctions, les fonctions concernées. Et
par des personnes tout simplement qui n'avaient aucun lien avec l'État. Donc, dans ce cadre, nous avons demandé un recensement. À la suite du recensement, nous avons pu avoir l'état suivant, une première liste d'occupants totalement en règle, une deuxième liste d'occupants irréguliers et une troisième liste dont la situation est à déterminer. Ça, ce sont les logements occupés par les éléments des forces de défense et de sécurité. La liste a été transmise à qui des droits. Cette liste est en cours de vérification. Mais nous allons donner 6 mois à tous les occupants irréguliers de quitter ces logements. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces bâtiments administratifs? Oui, le nombre est à déterminer après la dernière liste dont je vous ai parlé. La liste transmise aux éléments, concernant les éléments des forces de défense et de sécurité. Voilà. Et venons-en maintenant à la gestion des véhicules de l'État. Où est-ce que vous en êtes concrètement? La gestion des véhicules de l'État, les textes permettent ce qu'on appelle la réforme des véhicules de l'État, c'est-à-dire la vente des véhicules de l'État. Il s'agit des véhicules qui ont atteint un certain âge, ou bien des véhicules qui sont accidentés. Et à mon arrivée, une des mesures que j'ai eu à prendre, c'est de suspendre toute réforme des véhicules de l'État, sauf cas exceptionnels autorisés par les plus hautes autorités. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de sauvegarder le parc automobile de l'État. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce niveau, parce que nous sommes en train de travailler d'élaborer un texte qui nous permettra de rationaliser la gestion des véhicules de l'État. Il s'agit tout simplement de prévoir que certains types de véhicules dont la maintenance coûte très cher soient réservés aux plus hautes autorités ou aux ministres. Donc, c'est le cas, par exemple, des V8, dont l'entretien coûte très cher. Donc, ce qui va réduire les dépenses de l'État quant à la réparation des véhicules. Nous comptons aussi faire en sorte qu'il y ait une gestion efficiente des véhicules par les recensements systématiques au niveau de tous les départements. Ce recensement aussi a déjà commencé. Nous avons eu aussi à réclamer des véhicules qui se trouvaient avec des anciennes personnalités de l'État, mais qui n'étaient plus en fonction. Cette opération aussi a été menée. Justement, j'imagine que vous y travaillez dans d'autres domaines, notamment avec la nouvelle loi domaniale et foncière sur ce sujet. Madiba Keïta, vous avez une question? Monsieur le ministre, que dit la nouvelle loi domaniale et foncière? Vous êtes beaucoup investi pour son adoption. Expliquez-nous en quoi cette loi est différente de l'ancienne. D'abord, à mon arrivée, la loi domaniale et foncière avait déjà été adoptée sous forme d'ordonnance. Il restait sa ratification par une loi. Donc, nous avons pu obtenir l'adoption de la loi de ratification par le CNT. La loi domaniale et foncière permet aujourd'hui de faire face à plusieurs problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le domaine du foncier. Vous savez, la spéculation foncière est une réalité au Mali. Dans le cas de l'ancien texte, les services des domaines pouvaient tout simplement céder une parcelle à usage commercial, industriel ou agricole, directement. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Lorsqu'il s'agit d'une parcelle à usage commercial, agricole ou même industriel, c'est un bail avec promesse de vente qui est conclu et avec un cahier de charges. Lorsque le cahier de charges est accompli par le bénéficiaire, en ce moment, les services des domaines procèdent à la cession. Aujourd'hui, cette mesure permet de limiter ce qu'on appelle la thésaurisation, la spéculation foncière, c'est-à-dire des personnes qui accumulent des terrains pour les revendre. Aujourd'hui, si vous prenez, vous devez mettre en valeur.
Mais cela ne concerne pas l'habitat. Cela ne concerne pas l'habitat. Monsieur le ministre, Bamako grandit, nos capitales régionales également. Quelles sont les actions concrètes que vous avez eu à mener dans le cadre de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire? Les actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation ne concernent pas que Bamako. Comme vous le savez, Bamako n'est pas la seule ville. Lorsque vous envisagez l'aménagement du territoire, il s'agit d'un tout. Parce que l'aménagement du territoire même vise le développement équilibré des territoires grâce à une répartition harmonieuse des populations et des activités. Donc c'est un ensemble, un tout. Et à mon arrivée, le schéma national d'aménagement du territoire était en cours d'élaboration. Mais nous avons pu organiser l'atelier national de validation. Aujourd'hui, l'atelier national de validation du schéma national d'aménagement du territoire a été tenu et nous allons soumettre donc ce schéma national à l'approbation du Conseil des ministres. Plusieurs schémas également ont été adoptés, plusieurs schémas d'urbanisme ont été adoptés également. Et c'est dans ce cadre que nous envisageons un développement harmonieux du territoire. Une autre innovation de la loi domaniale et foncière, c'est la mise en place d'une commission de gestion précontentieuse des litiges fonciers. Aujourd'hui, nous assistons à un engorgement de nos tribunaux en ce qui concerne les litiges fonciers. Donc la mise en place de cette commission permet de désengorger les tribunaux et aussi de prévenir donc les procès en matière foncière. Nous avons une autre innovation de cette loi. Aujourd'hui, en milieu urbain, les parcelles qui sont affectées aux maires dans le cadre des logements sont affectées sous forme de titres fonciers. Sous forme de titres fonciers. Directement. Sous forme de titres fonciers directement. Cela garantit la sécurité foncière. Nous envisageons également, en rapport avec le ministère du Développement rural, de mettre en place les commissions foncières au niveau local. Ce sont ces commissions foncières qui vont délivrer ce qu'on appelle les attestations de détention foncière et qui vont être visées par les maires en milieu rural. Donc, quand c'est visé par les maires, c'est l'attestation de possession foncière. Ces attestations de détention foncière et de possession foncière peuvent être transformées en titres fonciers pour les terres agricoles. Parlons du cas particulier de Bamako, une ville qui grandit de façon très désordonnée. Est-ce que vous avez un plan Marshall pour Bamako, monsieur le ministre, dans le cadre de l'urbanisation? Dans le cadre de l'urbanisation, le plan Marshall pour Bamako, c'est tout simplement le respect du schéma d'urbanisme. Et c'est ça aussi le plus grand défi. Aujourd'hui, nous assistons à des constructions sans autorisation. Nous assistons aussi tout simplement à l'installation des stations-service sans respecter la vocation des terres. Donc, il s'agit de mettre en œuvre le schéma d'urbanisme. Et dans ces dossiers, nous devons être épaulés par le ministère de la Justice. Donc, la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat dresse quotidiennement des PV d'infraction qui sont transférés au procureur. Donc, c'est un appel que je lance ici au procureur pour que ces PV d'infraction connaissent une suite pour dissuader d'autres personnes de violer les schémas. Monsieur le ministre, dans le cadre de la gestion de la population, quelles sont vos réalisations concrètes? En matière de population, il faut savoir que nous, à travers la Direction nationale de la population et le projet Suède, nous avons mis beaucoup d'accent sur l'autonomisation des femmes. Donc, à travers la formation des femmes, dans le cadre des activités génératrices de revenus, à travers aussi la formation à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pu aussi, en matière de population, mettre un accent sur la scolarisation des filles.
Il s'agit des actions ponctuelles et des actions régulières qui favorisent la scolarisation des filles, que ce soit dans les milieux où ces filles sont loin de l'école ou bien des filles déscolarisées. Mais l'accent a été mis surtout sur l'installation des sages-femmes. Donc plus de 200 CSCOM ont été dotés en sages-femmes, plus concrètement 328 sages-femmes. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la majorité des sages-femmes se trouvent à Bamako. Parce qu'en réalité, on avait plus de 50% des sages-femmes maliennes qui se trouvaient à Bamako. Mais avec cette politique, avec ces actions, aujourd'hui, nous constatons une meilleure répartition. Ce qui a contribué, on peut dire, à réduire de manière considérable ce qu'on appelle la mortalité infantile et néonatale. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez été récemment félicité par votre collègue des Finances et par le médiateur de la République pour la bonne gestion de certains dossiers et pour également la hausse des recettes budgétaires en dépit de la crise. Quel est votre secret? Le secret, c'est tout simplement la diligence dans le traitement des dossiers. Mais un autre secret, c'est le fait tout simplement de mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier, de l'intérêt privé. Mais il faut reconnaître que nous avons aussi pu rencontrer des circonstances favorables que certaines personnes peuvent appeler la chance. Mais de notre côté, il s'agit plus précisément alors de la diligence dans le traitement des dossiers et le fait de mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Monsieur le ministre, en termes de perspective, quels sont vos grands projets immédiats? Les grands projets, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines sont prioritaires. En matière de logements sociaux, il s'agit de la mise en œuvre du plan de relance de l'ORMH. En matière d'aménagement du territoire, il s'agit de l'adoption et de la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire et de l'adoption des autres schémas d'urbanisme. En matière de domaniale et foncière, il s'agit de poursuivre cette lancée que nous avons déjà commencée, qui consiste à avoir plus de recettes domaniales. Et votre objectif en termes de recettes pour le prochain budget, c'est combien? Nous allons nous allons ajuster et nous allons vous revenir plus tard pour ça. Alors, pour ce qui concerne la matière domaniale, il s'agit aussi de faire en sorte que nous puissions avoir des titres fonciers sécurisés, que nous puissions réduire également le nombre de litiges fonciers. Si vous avez un dernier message, un appel à lancer aujourd'hui à ceux qui vous suivent, quel est cet appel? Tout simplement, la compréhension dans les cadres de la politique de bonne gestion. On ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Il nous arrive de prendre des décisions. Dans le cadre de la bonne gestion, ces décisions doivent être comprises. Mais nous allons, pour les décisions les plus lourdes de conséquences, procéder chaque fois à la sensibilisation et à la communication. Je peux parler, par exemple, du cas spécifique des constructions illicites au niveau du site des logements sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà. Merci Madiba Keïta. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Prochain rendez-vous demain, même heure, même plateau. D'ici là, passez d'excellents moments de radio et de télévision en notre compagnie. Bonsoir.